Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 4 novembre 2022. On va faire le point sur ce qui s'est passé un peu partout dans le monde cette semaine et puis ce qui s'est passé un peu en Suisse cette semaine également. On va parler des performances, on va parler des points techniques, on va parler du fait que j'ai assez envie d'être short sur certains titres dans le SMI, ce qui fait un petit peu peur parce que j'ai aussi envie d'être short sur le SMI et ce qui fait un petit peu peur parce que j'ai envie d'être short et c'est ce qui fait surtout très très peur. Alors, résumé de la semaine, s'il faut parler de finances cette semaine, si vous avez suivi les autres émissions de la chaîne Suisse Côte en français, les autres Morning Bull Live de la semaine, eh bien, vous avez sûrement vu, entendu et compris que le sujet de la semaine, c'était clairement la Fed. Alors, si vous voulez savoir ce qui s'est passé au sujet de la Fed, si vous voulez savoir ce que Jérôme Powell a pensé, si vous voulez savoir ce que le marché en a pensé, eh bien, je vous conseille d'aller voir le Morning Bull Live de jeudi matin, puisqu'on revient sur le sujet, on va pas non plus s'éterniser là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que durant tout le mois, quasiment les 4 dernières semaines, on a espéré que la Fed allait changer d'opinion, c'est-à-dire arrêter d'être dans un mode hawkish, arrêter d'être dans cette volonté de vouloir absolument monter les taux encore, et puis qu'ils allaient commencer à nous dire qu'ils allaient peut-être pivoter, changer d'orientation, devenir plus cool et redevenir nos amis comme ils l'ont été pendant pas mal d'années. Eh bien non, en fait pas du tout. Donc la Fed elle-même, le communiqué de presse lui-même, donne envie d'y croire, mais par contre ce que dit Jérôme Powell, c'est pas vraiment le même monde. Jérôme Powell, il s'est pris une dégivrée au mois de juillet parce qu'il a voulu commencer à jouer le mec sympa. Il a compris que ça suffisait pas. Pour l'instant, il aura besoin de plus que le CPI qui baisse de 0,1% pour commencer à se dire victoire, on les a eu. On n'est pas là du tout. C'est clair que on verra la semaine prochaine parce que le 10 novembre, eh bien, il y a le CPI américain qui nous dira où on en est. Et ça, ce sera le gros événement de la semaine prochaine. Enfin, ça, avec les midterm elections aux États-Unis, dont tout le monde parle en ce moment, puisque la grosse crainte finalement qui se présente aux États-Unis, c'est qu'il semblerait que selon les sondages, qui marchent toujours super bien, on peut se rappeler de Lionel Jospin à l'époque, les sondages marchent super bien et on sait que potentiellement il se pourrait que républicains et démocrates se retrouvent coude à coude et que finalement les démocrates n'aient plus la majorité, ce qui serait déjà pas une bonne nouvelle parce qu'on rentrerait dans ce qu'on appelle un gridlock aux États-Unis, c'est-à-dire que finalement le président il peut faire tout le bruit qu'il veut d'un côté et de l'autre côté le Congrès aussi, mais personne ne peut se parler, donc il n'y a pas de loi qui change, il n'y a rien qui se passe et finalement on reste dans le statu quo. Quand on vit une période comme on la vit aujourd'hui, c'est quand même mieux de pas trop rester dans le statu quo parce que ça pourrait être compliqué. Mais ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine, les midterm elections aux États-Unis qui seront vraiment le gros sujet. On en parle peu aujourd'hui, mais en fonction de ce qui va sortir, ça sera assez intéressant de voir comment le marché va se positionner et comment il va réagir. En tout cas, si on n'arrive pas à avoir un résultat le 9 novembre au matin, je pense qu'on va commencer à flipper et que ça pourra justifier la suite d'une éventuelle peut-être correction sur les marchés avant de voir ce que le CPI a à nous offrir la semaine prochaine parce que du coup, ça nous permettra de voir si fondamentalement ce que la Fed est en train de mettre en place depuis le début de l'année fonctionne enfin. Et autant vous dire que si ça baisse de 0,1% par rapport au mois dernier, puis que c'est à peine en dessous des attentes des analystes, ça ne suffira pas. Il faudra plus que ça pour faire vibrer Monsieur Powell avant le meeting de la Fed du mois de décembre. D'ici là, on va devoir parler tout à l'heure des chiffres de l'emploi, mais ça on en a déjà parlé dans le Morning Bull Live d'avant, donc on passe là-dessus. Je vous rappelle quand même, 200 000 créations d'emplois, si c'est en dessous, c'est une super bonne nouvelle, si c'est en dessus, c'est une mauvaise nouvelle. On est dans le mood good news is bad news. Et bad news is good news. Donc finalement, il faut bien comprendre ce genre de choses. Et puis autrement, eh bien pour le reste, ce qu'il ne faudra pas oublier non plus, c'est que... Autrement, ce qu'il ne faudra pas oublier non plus, c'est que la Banque Centrale d'Angleterre a également monté les taux cette semaine, 0,75%. Ça n'est point une surprise, bien sûr. Le marché n'a pas trop aimé les commentaires, surtout qui ont été faits après, puisque la Banque d'Angleterre parle de récession. On a également Madame Lagarde qui a parlé cette semaine en disant que eux, potentiellement, en Europe, ils ne voyaient pas les choses la même chose qu'aux États-Unis. Donc, on a l'impression que les Américains, ils veulent surtout pas arrêter de monter les taux tant qu'ils n'ont pas une information claire et nette qui leur dit que l'inflation est en train de ralentir. Et puis, la BCE, on a l'impression qu'ils sont en train de mettre des cierges à l'église et de faire des incantations au dieu de la finance pour espérer que ce qu'ils ont fait comme hausse des taux, ça suffise, parce qu'ils ont peur de trop planter l'économie s'ils continuent à monter les taux comme ça. Donc, Madame Lagarde dit qu'elle n'a aucune raison de faire comme Monsieur Powell.
Pourtant, c'est ce qu'elle fait depuis des mois, avec 6 mois de retard, d'accord, mais pour l'instant, c'est ce qu'elle fait depuis des mois. Mais pour l'instant, on espère que l'Europe va réussir à s'en sortir sans monter trop les taux et sans planter l'économie qui, elle, est déjà carrément virtuellement en récession, comme les Anglais qui ont annoncé que la leur serait en récession toute l'année de 2023. À propos des jobs qui sortiront tout à l'heure, on va pas s'éterniser là-dessus comme je vous l'ai dit, mais ce qu'il faut retenir également, c'est que les jobs, donc le nombre de postes disponibles sur le marché est en augmentation, en dessus des attentes et plus que le mois dernier, donc du coup ça continue à aller relativement bien, ce qui veut dire que les entreprises cherchent à engager. Alors ça c'était pour la phase du mois d'octobre, maintenant on verra pour le mois de novembre, parce que quand on regarde ce qui est en train de se passer sur les majors, les big names qui ont publié la semaine dernière, les Apple, les Google et tutti quanti, on voit que ça va mal et que tout le monde est en train de serrer les fesses, tout le monde est en train de resserrer la ceinture et que ça risque d'engager beaucoup moins ces prochains temps. Et donc dans ce type de conditions là, j'imagine qu'au bout d'un moment les jobs ça va commencer à se ressentir. Les jobs, les NFP qui sortiront tout à l'heure aussi, mais peut-être que ce sera le mois prochain seulement. Ça, affaire à suivre, mais ce sera un des points importants à garder en tête dans les semaines à venir. Maintenant, venons rapidement en Suisse. Vous avez vu cette semaine la tôle monumentale que s'est prise la BNS. Alors, comme d'habitude, quand on parle des résultats de la BNS, c'est toujours extrêmement difficile à interpréter. Quand la BNS fait des bons résultats, tout le monde est super content parce que tous les cantons vont récupérer du pognon qui tombe du ciel et ne sauront pas trop quoi en faire. De l'autre côté, quand ils sortent des résultats absolument immondes comme ils ont sorti cette semaine, c'est pas de leur faute, c'est la faute des marchés. Et puis on sait tous que la BNS c'est plus proche d'un hedge fund que d'une banque centrale. Donc en gros, quand vous regardez les positions que détient la BNS aujourd'hui, et puis qu'on vient vous parler de ESG derrière, vous avez l'impression qu'on se fout de votre gueule, parce que la BNS, alors tout ce qui n'est pas ESG, ils ont dedans. Alors nous, on nous parle de restrictions, faut pas acheter de l'armement, c'est pas bien, ou le pétrole, c'est sale. Mais la BNS, ils sont pas tout à fait dans le même type de performance. Mais en tout cas, ce qui donne dans les marchés baissiers des résultats spectaculaires, comme on l'a vu cette semaine, une catastrophe. Et du coup, il y a 2-3 cantons en Suisse qui commencent à flipper comme ça parce qu'ils ne savent pas s'ils auront leur subvention annuelle. Et ça commence à faire un tout petit peu peur. Il y a 2-3 politiciens qui s'occupent des budgets dans certains cantons qui ont commencé à avoir des sueurs froides. Et même certains, il paraît, trembleraient la nuit. Et ça n'a rien à voir avec Halloween. L'événement de cette fin de semaine, de ce matin pour être très précis, c'est l'explosion de Hong Kong. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. 7% de hausse sur le Hang Seng ce matin à certains moments. On est en plein délire. Alors, les fondamentaux derrière, je vous en parlais dans le Morning Bull Live tout à l'heure, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que, encore une fois, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, les conditions Covid pourraient se relâcher en Chine. Ils n'auraient plus besoin de se faire 14 tests PCR par jour et 18 tests PCR s'ils veulent aller au restaurant. Et puis, ils ne fermeraient pas une province entière avec 25 millions d'habitants s'ils chopent un rat qui est victime du Covid. Ça pourrait se détendre, mais tout ça au conditionnel. Mais néanmoins, le conditionnel aura largement suffi pour faire exploser le Hang Seng ce matin. Et je trouve encore une fois phénoménal la manière dont on interprète les nouvelles et à quelle vitesse on court derrière un truc qui n'est absolument pas vérifié. Si on fait un tout petit aparté par rapport à ça, je reviens encore une fois sur la Fed, je suis désolé, mais c'est un petit peu le sujet central du monde, puisqu'aujourd'hui on ne parle que de la Fed et encore la Fed. Mais si vous regardez ce qui s'est passé il y a 2 semaines en arrière, quand on a eu ce fameux article du Wall Street Journal qui venait nous dire « Ah, mais vous savez, nous on a entendu d'une source anonyme qui ne peut pas donner son nom, parce que s'il donne son nom, il va se faire virer. » Eh bien il semblerait, non, il est carrément quasi sûr que la Fed serait en train de préparer son pivot pour le meeting du début du mois de novembre, donc celui qu'on a eu il y a 2 jours. Donc tout le monde s'est éclaté dessus. Le marché a repris entre 3 et 6% à cause de cet article à 2 balles qui était absolument pas fondé, qui était faux, et qui finalement, quand à la Fed, elle vient vous dire la vérité. Alors le Wall Street Journal, on n'a plus entendu parler. Ils étaient fermés parce qu'ils préparaient déjà la Christmas party pour cette année, mais le marché était capable de rebondir de 6% juste parce qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que peut-être la Fed ferait quelque chose qu'elle ne fera pas, et puis si elle le faisait, on ne sait jamais, on serait en plein délire. Donc on est en plein monde merveilleux de la finance, dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être dans un film de Walt Disney où on se raccroche à des trucs qui sont absolument pas vérifiés. Et puis, c'est quand même incroyable parce que si on était dans le monde de la justice et que la police travaillait dans des enquêtes avec aussi peu d'informations et aussi peu de vérifications de preuves, je vous dis pas le nombre d'erreurs judiciaires qu'on aurait.
Au niveau des perfs hebdomadaires, alors comme vous le voyez, bain de sang sur le Nasdaq, moins 6,84 sur le Nasdaq sur une semaine, moins 5,78 sur les semi-conducteurs. Bon, ça, c'est les résultats de la semaine dernière. Et puis, cette semaine, comme vous le voyez, alors en tête de liste, 8,98% sur le Hang Seng, c'est le Muppet Show. Il y a juste de quoi se rouler par terre alors qu'on ne sait absolument rien. Et on commence à donner crédit à des rumeurs ou à des tweets qui proviennent de Chine. Je vous dis même pas ce que ça représente, c'est complètement scandaleux. Donc le reste, en gros, les États-Unis terminent une mauvaise semaine, l'Europe est globalement dans le rouge. Et puis finalement, il y a quoi ? Il y a l'Italie et l'Angleterre qui s'en sortent malgré les mauvaises nouvelles. Et puis nous en Suisse, on est un peu à l'image du reste, moins 0,57 sur la semaine pour l'instant parce qu'il n'est que vendredi matin. Il peut encore se passer un miracle dans la journée. Si on se plonge sur les perfs de la semaine sur nos titres adorés, Crédit Suisse rebondit. Alors aujourd'hui, j'ai pris une grande décision après avoir fait une grande thérapie depuis quelques semaines. Mon psy m'a dit qu'il fallait arrêter de parler du Crédit Suisse parce que ça allait se voir quand je leur en voulais. Alors pas du tout, je leur en veux pas absolument. Au contraire, c'est qu'ils te donnent de la matière pour faire des chroniques tous les jours et ça, je leur remercie pour ça. Et donc Crédit Suisse finit enfin en hausse. Augmentation de capital qui est en train de se dérouler. On a les détails un peu plus de cette augmentation de capital, mais la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle est derrière nous. Et puis ensuite, on apprend qu'un des gros actionnaires, le Qatar, est aussi en train de rentrer au capital du Crédit Suisse, augmente sa position. On espère juste que ce ne sera pas managé comme le PSG. Et puis autrement, on peut voir que Geberit s'est pris une tôle cette semaine, on y revient. Les résultats étaient décevants, les gens n'étaient pas contents, et puis les performances futures sont médiocres. Donc voilà, ceci expliquant cela. Lonza s'est pris une tôle de 7% parce qu'un de ses concurrents s'est pris une tôle. Donc en sympathie, on est parti à la casse avec. Et puis le reste, eh bien, c'est un peu à l'image de la technologie. En ce moment, du côté du SLI, Geberit en pire performance de la semaine aussi, bien sûr. Et puis AMS qui rebondit, alors on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, certainement que les gens spéculent un petit peu sur le rebond d'AMS, mais en tout cas, pour le reste, c'est rien de différent. J'en profite pour m'excuser parce que j'ai de nouveau mis dans le mauvais ordre. J'ai mis d'abord les pires performances avec les meilleurs à la fin, alors que c'est vrai que mon nickname, c'est Morning Bull. Voyons ce que ça représente en photo. Alors en photo, quand on regarde l'indice SMI qui s'affiche sous vos yeux ébahis, écarquillés, eh bien pour l'instant, vous voyez, alors moi, le truc qui me dérange un tout petit peu, juste sur le SMI, pour commencer, c'est qu'on a eu vraiment... vous voyez ici, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours et on a fait un sommet. Et puis après, quand vous allez, donc on est à peu près à 11 040, 11 050. Et puis cette semaine, on a fait un sommet en dessous. Donc c'est plus un sommet, c'est un sommet plus bas tout simplement. Et du coup, ça donne pas vraiment l'impression que ça veut continuer à la hausse, mais plutôt le sentiment qu'on est en train de dessiner un train baissier qui passerait par là et qui nous obturerait le futur. Donc dans un premier temps, on a des gros risques, à mon sens, de revenir tout simplement se positionner sur le premier support à 10 400 avant de rebondir pour aller chercher de nouveau une nouvelle tentative, les 10 850. Si on n'arrive pas à passer, c'est retour à la case départ. Et comme dans la finance, on a toujours deux possibilités. En revanche, si on casse, on ira chercher la moyenne mobile qui devrait se trouver à ce moment-là, à peu près ici, autour des 11 200. Mais pour l'instant, on est sûr de rien et on est toujours en phase de retour en arrière. Et quand on voit les stochastiques, et vous le verrez sur d'autres indices après, ou même sur d'autres actions, eh bien on sent que l'avenir n'est pas forcément très très rose. Pas très très rose à court terme, même punition sur le SLI. Alors pareil, vous avez nos deux sommets qui passent par là. Pardon, c'est pas la bonne. Vous avez nos sommets qui passent par ici, le sommet 1 et puis le sommet plus bas qui dessine cette tendance baissière. Donc on peut espérer. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est de revenir chercher je sais pas trop quoi, mais moi ce qui me fait peur sur le SLI, c'est qu'on peut venir rechercher les 1500 de nouveau avant de pouvoir espérer reconstruire quelque chose. Mais de nouveau, vous voyez que les stochastiques sont déjà en amorce de vente et c'est pas très très rassurant pour la suite. Et si on va chercher chez le grand frère aux États-Unis, eh bien vous voyez que le S&P est en train de faire le même genre de choses, buter contre la moyenne mobile des 50 jours qu'on n'arrive pas vraiment à traverser. Est-ce qu'on va revenir tester les 3585 qui correspondent, je vous le rappelle, à la moyenne mobile des 200 semaines? Eh bien à ce moment-là, ça pourrait correspondre et ça pourrait nous faire ce mouvement final avant de rebondir, en espérant qu'on tienne pour pas qu'on ait cherché plus bas, bien sûr. Mais ça, c'est pour les États-Unis. Et tout ça sera relié aux jobs qui vont sortir tout à l'heure. Et puis, surtout, au CPI qui va sortir le 10 novembre.
Dans les nouvelles de la semaine, on notera des choses passionnantes sur le marché suisse. La Vaudoise Assurance propose le rachat de 100 000 actions, donc share buyback sur la Vaudoise Assurance. C'est un délire, c'est hyper passionnant, il y a plein de choses qui se passent. Ça représente 3,3% du capital et 0,9% des droits de vote. Quelle nouvelle de folie, c'est presque aussi excitant que le rachat de Twitter par Elon Musk. Néanmoins, il faut le savoir quand même. Et quand on regarde ce qui se passe sur le chart, il se passe rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Sachez quand même que la Vaudoise, pour l'instant, est en train de racheter ses propres actions. 100 000 actions, vu les volumes, ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais enfin voilà, pour l'instant, pas grand chose à dire. C'est ce genre de charts qui sont vraiment extraordinaires. Mais bon, voilà, la Vaudoise rachète ses propres titres. Le vainqueur de la semaine, c'est Burkhardt Compression, qui ont annoncé des chiffres meilleurs que les attentes, des carnets de commandes bien plus pleins que ce qu'on attendait. Le tout est en dessus des attentes. En plus, ils sont comparés à des chiffres qui étaient très élevés l'année passée. Donc tout va pour le mieux. Ils ont même révisé les attentes à la hausse et ça donne en dessin, ça donne ça. Un chart qui explose parce que tout le monde s'est fait prendre à contre-pied et un chart qui va devoir maintenant prouver qu'il est capable, par rapport aux chiffres qu'on a sortis, de continuer à la hausse. Mais on va avoir de la peine à aller beaucoup plus haut parce que on arrive gentiment à des niveaux de... non, en fait, on a cassé cette première résistance qui était là. On l'a explosé même. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de tester celle-là. Je vais y arriver. Merci la technologie. Voilà, je vais y arriver. Paf, donc là, on va devoir aller chercher ce niveau-là pour espérer sortir par le haut et continuer quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que finalement, quand vous regardez le chart de Burkhardt Compression depuis le début de l'année, c'est pas la pire performance qu'on connaisse en ce moment. Autrement, il y a Tsur Rosé qui a annoncé une restructuration de ses opérations logistiques. Bonne nouvelle, le titre rebondissait un petit peu durant la semaine grâce à ça, mais si on regarde le graphique, c'est pas un monstre frappant, le rebond sur le chart, mais je vous assure, il y a un moment donné dans la semaine, le titre il a rebondi, mais alors péniblement. Voilà, pour l'instant, le Tsur Rosé, c'est toujours le même problème. Depuis qu'on attend l'annonce de leur ordonnance médicale autorisée en Allemagne, je crois que c'était à peu près au niveau des 507, je devrais pas rire, mais en fait, comme ça a été un même stock pendant un moment qui se comportait comme GameStop aux États-Unis ou comme AMC aux États-Unis, et que tout le monde était convaincu que ça allait à 2000, ça me rappelle tellement de souvenirs que je suis obligé d'en rigoler un tout petit peu aujourd'hui. Et puis là, alors la nouvelle la plus passionnante de la semaine, alors tenez-vous bien, la société Kouros a pu enrôler suffisamment de personnes pour son étude clinique de phase 1 qui correspond à son produit, le Magnet Os, sous forme de granules. Et donc ce programme, attendez, ça va vous couper les jambes, c'est un programme qui devrait pouvoir comparer le développement avec la thérapie la plus avancée utilisée pour les patients subissant une fusion lombaire postérolatérale. Ça va certainement vous changer le week-end, ça. Néanmoins, c'est une bonne nouvelle et Kouros a réagi violemment sur cette bonne nouvelle en prenant plus de 5%. D'ailleurs, comme on le voit sur le graphique, c'est purement spectaculaire. Voilà, spectaculaire. Alors bon, je suis pas faire parce que je voudrais que je zoome un petit peu. Et si je reprends sur 2022, ouais, c'est spectaculaire. On sent bien que l'étude sur les granules, ça a bien fait fonctionner le marché. Enfin bref, en même temps, quand on parle d'un titre qui vaut 1,75 francs suisses, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, mais sachez-le quand même que Kouros a annoncé une bonne nouvelle cette semaine. Et puis Oerlikon a annoncé des chiffres meilleurs que les attentes, mais par contre, alors ils ont annoncé des perspectives maussades. Et que se passe-t-il sur les marchés financiers quand on annonce des perspectives maussades dans une période inflationniste où les banques centrales sont en train de lutter contre l'inflation en montant les taux? Eh bien, il se passe ça. Un chart qui se fait démonter parce que finalement, on n'a pas aimé ce que Oerlikon nous a annoncé. Donc bref, pour l'instant, il n'y a pas de quoi se relever la nuit au niveau des news. La seule chose que j'aimerais encore montrer ce matin, c'est les comparaisons, c'est plutôt le comportement de certains graphiques. Alors là, vous avez un chart qui s'appelle Novartis. C'est assez connu, c'est une boîte qui est basée à Bâle et qui font, je crois, des médicaments. Et donc Novartis est en train de nous faire une chose assez spectaculaire. Pas spectaculaire, on va pas s'emballer non plus, ça reste le marché suisse. Mais si on vient ici, on a tapé la moyenne mobile des 200 jours. Et puis, ça commence à être compliqué. Vous voyez ce range dont je vous parle sans arrêt? Alors moi, mon grand range sur Novartis, c'est toujours le bas du range ici, sur la zone des 75, et le haut du range sur le top à 87. Ça, c'est l'idéal. Pour l'instant, ceux qui ont racheté sur le dernier point bas, je pense qu'en arrivant autour des 81 francs, là, tout de suite, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Et quand je regarde la tronche du SMI, quand je regarde la tronche du SLI,
quand je regarde la tronche des autres titres dans le marché, je me dis peut-être que ceux qu'on a là, il faudra peut-être prendre les profits pour choper ces 5-6 balles qu'on a pu faire sur Novartis. Mais c'est pas les seuls à merdouiller. Ça, c'est le chart que j'appellerais le short de la semaine. Pour l'instant, bien sûr. Alors évidemment, je vais changer ma casquette 2 secondes. Je ne suis plus Morning Bull, je suis Morning Bear. Et quand vous regardez ce chart-là, eh bien, on voit qu'on vient chercher la moyenne mobile des 200 jours, on bute contre, et on entame derrière la correction. Alors pour l'instant, on s'accroche au mur, mais je ne serais pas étonné de voir ABB revenir un peu plus bas, et en même temps accompagné de ces stochastiques qui pourraient revenir ici. Donc je suis plutôt prudent à court terme. En revanche, si on venait à casser le niveau de la moyenne mobile des 200 jours qui passe par, pas dire de bêtises, 28,58, à ce moment-là, eh bien, le short ne fonctionnera pas. Alors je vous préviens tout de suite, je suis une bille pour faire du short. Mais là, j'ai quand même l'impression que ce marché, il est un tout petit peu fatigué. Et il suffirait qu'on ait une mauvaise nouvelle avec les jobs aux États-Unis qui montre que l'économie va encore trop bien. Et derrière, une mauvaise nouvelle avec le CPI la semaine prochaine qui nous dit que finalement, eh bien, l'économie est trop forte et ça continue, l'inflation ne veut pas ralentir. Et puis là-dessus, il suffirait en plus que les chiffres, que les élections américaines se passent mal et on pourrait avoir une autre correction qui nous ramènerait un petit peu plus bas. La grande question qu'il faudra se poser dorénavant, et surtout pour la semaine prochaine, c'est de savoir si on est capable de tenir les supports qu'on a testés ces derniers temps, s'il y a un repli, ou alors est-ce que cette fois on va rentrer enfin dans cette phase de capitulation. Alors ne croyez pas que je prie pour avoir un marché qui baisse, j'aimerais un marché qui se nettoie. Aujourd'hui, on est dans une phase où les gens ne s'intéressent plus au marché parce qu'on est concentré sur des chiffres uniquement macro. Moi, à la base, je suis un trader et je m'intéresse aux sociétés, aux petites histoires comme ça individuelles. Et franchement, ça me fatigue de lire les rapports de la Fed. Et quand on fait plus que ça, eh bien, effectivement, les gens s'ennuient. Et si on a une bonne accélération, d'abord, les médias s'intéresseront de nouveau à nous. Je parle des médias classiques, parce que le Wall Street Journal, ils sont en train de faire des enquêtes avec des sources anonymes. Et puis, autrement, à partir de là, peut-être une fois qu'on aura pris enfin un vrai nettoyage final, on pourra commencer à se reconstruire. Parce que pour l'instant, mis à part faire « Ouh, c'est le rebond !» Ah non, c'est pas le rebond. « Ouh, c'est le rebond !» Ah, la Fed, elle est pas gentille. Ah bah non, c'est pas le rebond. Ça devient un tout petit peu fatigant. Et on aimerait bien que ça change. Alors, si je peux demander un truc au Père Noël, même si c'est un tout petit peu trop tôt, j'aimerais bien qu'on trouve une activité un peu plus micro que concentrée sur la couleur de la cravate et la couleur des rayes du costard de Monsieur Jérôme Powell. D'ici là, je vous remercie d'avoir été avec moi. Moi, comme d'habitude, je vous retrouve demain, non, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull live en pleine forme, comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve également pour le Swiss Bliss vendredi prochain. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français. Comme ça, je pourrais me couper les cheveux en direct. Enfin, pas en direct, mais je pourrais me couper les cheveux parce que j'aurais perdu le pari, ou gagné le pari, c'est selon, plutôt gagné d'ailleurs en fait. Et puis, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, et puis revenez bien sûr lundi prochain. Passez un excellent week-end, profitez bien de la neige apparemment, sauf pour certains endroits, et puis du soleil, parce qu'il y aura du soleil après. Allez, bon week-end, bye bye.